Bonjour et bienvenue dans le podcast du Signe Blanc. Le podcast a été créé pour aider les jeunes actifs comme toi à pouvoir se lancer dans l'investissement et l'entrepreneuriat avec succès. Tout ça grâce au partage d'expériences et aux conseils concrets que tu vas recevoir de moi et des invités afin de te lancer dès maintenant et d'éviter des erreurs coûteuses. Je te laisse donc avec l'épisode de Julien Lucas qui va pouvoir expliciter le titre que tu vois ci-dessus. Par contre, si l'épisode t'a plu, surtout abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Allez, à tout de suite. Et merci beaucoup en tout cas de faire partie de ce deuxième épisode sur le podcast Le Signe Blanc. Donc ce podcast est fait pour aider les jeunes actifs à pouvoir se lancer avec succès dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat. Et justement, toi aujourd'hui, tu vas nous en parler du côté entrepreneurial, de ton parcours et comment il t'a mené vers le business en ligne. Et on va approfondir un petit peu plus sur tout ça et voir comment nous aussi, on peut le mettre en pratique. Trop bien, j'ai hâte. Déjà, je suis ravi d'être dans ton podcast et hâte de partager différentes informations qui vont pouvoir aider les personnes salariées, etc. Ça me fait très plaisir. Et justement, pour expliquer un petit peu plus qui tu es par rapport à nos auditeurs. Alors toi, aujourd'hui, justement, tu es créateur de contenu. Tu es aussi entrepreneur à côté. Donc, tu as un parcours qui est assez intéressant et justement, tu as commencé très jeune. Donc, on va pouvoir justement expliquer comment tu as démarré, pourquoi tu es arrivé à l'entrepreneuriat et aujourd'hui, comment tu fais pour en vivre. Donc, je vais te laisser un petit peu m'expliquer justement quel a été ton parcours au tout départ, d'où tu viens, ton éducation, peut-être même ton parcours scolaire, parce que je sais qu'il a été un petit peu plus compliqué, et voir comment ça a pu te mener vers la suite. Carrément. J'espère que ça pourra inspirer parce que je suis vraiment pas doué à l'école de base. Donc ça a pu finir bien. Donc j'espère que ça pourra déjà rassurer toutes les personnes qui sont en difficulté dans les études, au lycée, etc. Alors moi, pour expliquer rapidement, du coup, je viens d'une famille de profs. Donc j'ai mes deux parents prof d'anglais. Donc concrètement, souvent quand on a les parents profs, ils veulent qu'on fasse des études longues, etc. Le problème, c'est que moi, j'avais trop de mal déjà au collège pour avoir le brevet. C'était compliqué déjà, parce que j'étais vraiment pas doué. Après, je suis allé au lycée, donc j'ai fait un bac, ils appellent ça STMG aujourd'hui. C'était STG avant, donc technologique. Le but, c'était d'espérer de l'avoir, donc j'ai réussi à l'avoir. Je faisais ça en Guadeloupe. Ma mère, en gros, mes parents sont divorcés, donc ils sont partis. Ma mère est partie en Guadeloupe, mon père restait en France. Je suis parti avec ma mère. J'ai fait le lycée D'accord. là-bas. En complément de ça, j'avais une chaîne YouTube sur la pêche en Guadeloupe. Donc c'était mon passe-temps. Je faisais mes journées d'école. Et en Guadeloupe, c'est assez spécifique. Souvent, tu travailles le matin au lycée et l'après-midi, tu travailles pas. Soit tu révises, soit tu vas à la plage, tu t'organises. Et du Top coup, ça. le bac que j'ai fait n'était pas très compliqué non plus, même si j'étais pas trop doué. Donc j'ai pu me libérer beaucoup de temps pour aller pêcher, etc. Donc en fait, j'allais pêcher et je filmais mes sorties de pêche et je mettais ça sur YouTube. Et après, à 18 ans, du coup, j'ai le bac. Donc là, c'est la victoire. Je me dis, yes, j'ai le bac. C'est bon. Je décide de rentrer en France, à Bordeaux spécifiquement, avec un ami aussi qui était en Guadeloupe. On rentre nous deux à Bordeaux. On a chacun notre appart, etc. J'avais pas fait les démarches, tu sais. Je sais pas si tu as eu ça, mais tu sais, admission post-bac, je crois que ça s'appelle, quelque chose comme ça. Oui, Euh, exactement, pour les études supérieures. et ben moi, en gros, j'ai oublié de compléter tout le dossier, etc. Donc j'arrive à Bordeaux, mais j'ai pas d'école, j'ai rien, et je trouve juste une solution. C'était une école, bon, je vais pas dire le nom parce que c'était catastrophique, mais c'était une école à distance. Et pour Hmm. faire un BTS à distance, je fais le BTS, les stages, etc. Bon, je me rends compte que ça va pas du tout, enfin, ça me correspond pas. Et je rate le BTS aussi. Et donc à partir de là, après, ça a été un peu semé d'embûches, etc. Je sais pas si tu veux que t'as des questions, si tu veux que j'en parle, comment Ah ça se oui, passe. bah, avec plaisir parce que déjà par rapport à l'école au départ, comment ça se fait que tu es pas très bon? Est-ce que c'est juste parce que t'aimes pas, t'accroches pas, ou est-ce que c'est autre chose qui a fait que tout ton parcours scolaire, ça n'a pas été une facilité pour toi? Souvent, tu sais, les personnes, ils vont avoir du mal avec une matière, juste les maths, la chimie, etc. Moi, vraiment, toutes les matières, le français catastrophique, les maths catastrophiques, tout catastrophique, malgré le fait de fournir des efforts, etc. Donc ouais, je réfléchissais un peu comment je vais faire parce que je sais que ça allait être compliqué. Et même aujourd'hui, je sais que je suis pas très bon en fait dans certains domaines en fait que je ne comprends pas. J'ai trop de mal. Je pense ouais, j'étais peut-être moins doué vraiment que la moyenne sur tout ce qui est apprentissage, comprendre, tilter rapidement. Je tiltais pas du tout rapidement des principes. OK, et du coup, par rapport à ça, donc tu as été réorientée ensuite sur ce BTS-là, mais qui en soi, c'était un choix ou c'était plus: «Bah mince, j'ai pas mes admissions post-bac»? Ah, c'est ça, c'est que là j'avais 18 ans.
J'arrive à Ouais, Bordeaux dans un tout petit studio. Mes parents, ils me disent, Julien, ce qu'on fait, c'est qu'on te finance 2 ans d'études et après tu te débrouilles. Parce qu'au début, ils voulaient que je fasse des études longues, mes parents, parce qu'ils sont profs. Bon, ils se sont rendus mmh, compte que de toute façon, ça allait être compliqué, parce que j'avais du mal à capter certains trucs. Donc, ils m'ont dit, bon, il fait 2 ans, comme ça, après, il va dans le monde du travail, et normalement, il aura un travail, etc. Donc, moi, en tête, je me disais, bon, d'accord. 2 ans, BTS, c'est 2 ans, et après, je travaille. Assez simple. Donc, ce que je fais, c'est que mes parents, ils me disent, on te paye ton loyer, on te paye l'électricité, etc. Et à côté, par contre, tout ce qui est un peu plaisir, tes charges, etc., tu fais un job étudiant, enfin, tu trouves une solution. Donc, en complément, je OK. travaille chez KFC. Je fais aussi coursier à vélo à côté. Je fais KFC coursier à vélo et le BTS à distance. Le BTS, j'ai l'impression que ça se passe bien, mais au final, je l'ai raté. Mais ce qui était intéressant quand même, c'est que tu as des stages. Moi, je me rends compte que c'était pas du tout adapté à moi l'immobilier, hein. Parce qu'en gros, tu dois faire de la prospection porte à porte. Je l'ai fait et tout. Franchement, c'était hyper dur. Et je me voyais pas faire ça. Je me disais, purée, ça va être trop compliqué. Donc, je savais pas trop, ouais, qu'est-ce que j'allais faire. Mais concrètement, c'est ça. Ouais, il y avait 2 ans d'études. Et après les 2 ans, c'était un petit peu, bon, tu te débrouilles. Donc, c'est ce que j'ai fait après par la suite. Après, on aura l'occasion d'en parler. Mais après, je trouvais un peu des solutions avec du pôle emploi, avec différents trucs pour réussir un peu à sortir de là, quoi. OK, donc tu as fait un BTS immobilier qui ne t'a pas plu et du coup, tu l'as pas forcément réussi et après tu t'es dit: «Bon, OK, là finalement le deal avec mes parents n'est pas atteint, du coup je vais me débrouiller seule» et c'est là où tu as commencé à trouver plein de petites solutions pour pouvoir, continuer à avancer et voilà. Donc qu'est-ce que tu as mis en place justement, après ce BTS immobilier et justement comment tu te sentais aussi de te dire: «Bon bah, mon deal il est terminé avec mes parents, j'ai pas réussi le BTS». Est-ce que tu étais embêtée ou est-ce que tu t'es dit: «Ah bah non, c'est une chance peut-être de faire autre chose, qui me plaît»? Bah, franchement, ouais, c'était hyper compliqué parce que je me suis dit, vu que j'avais pas de diplôme non plus, j'ai mon bac, mais c'est tout. Et en plus, c'est un bac de Guadeloupe et c'est ouf, mais quand je donnais mon CV, les gens, ils valorisent pas du tout, j'ai l'impression, quand ça vient peut-être de Guadeloupe, c'est un peu comme si c'était un faux diplôme, tu vois. Donc, même ça, c'était pas trop D'accord. valorisé, donc je me suis dit, waouh, ça va être compliqué, hein. Donc, ce que j'avais fait, c'est qu'à ce moment-là, j'avais arrêté dès que j'ai raté mon BTS. Bah, du coup, les études, j'ai stoppé parce que de toute façon, il me fallait de l'argent. Donc, et j'avais Mmh. juste un petit peu d'économie, mais qui allait pas me durer éternellement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais arrêté bah, mes études à ce niveau-là. Je me suis aussi inscrit chez Pôle Emploi parce que j'avais le droit potentiellement à des aides parce que j'avais travaillé chez KFC, mais en fait, j'ai démissionné. Et en fait, quand tu démissionnes, le chômage ne se déclenche pas. Il faut, je crois, une rupture à C'est ça. l'amiable ou quelque chose comme ça. Donc là, je me dis, bon, bah, il n'y a pas d'aide non plus du chômage. Et je cherchais vraiment une solution. Donc là, je vais travailler, vu que je déménage dans un plus petit appartement en périphérie de Bordeaux, donc il me coûtait moins cher, etc. C'est en gros le premier appartement, c'était dans Bordeaux et c'était 500 euros par mois. Et en fait, il était mal isolé, donc l'électricité, c'était 100 euros par mois. Donc en fait, ça allait trop vite. Moi, je me dis, mais je vais jamais tenir. Et donc j'ai déménagé un peu en périphérie, dans un 14 mètres carrés beaucoup plus petit. Par contre, 400 euros. Je me suis dit, bon là c'est mieux. Et 400 euros, il y avait l'électricité, etc. C'était un peu logement, tu sais, pour les jeunes travailleurs, etc. Et moi, j'ai réussi à faire passer mon dossier Parfait. là-dedans. Donc du coup, je rentre là-dedans. Je vais travailler non pas là chez KFC, mais chez un concurrent à Bordeaux qui s'appelle CFC. Donc c'est un peu le concurrent concrètement. Ils me prennent direct. Donc je suis allé avec plein de CV, etc. Direct, ils me prennent. Je crois que j'ai 600 euros ou 650 euros par mois. Je dois travailler concrètement vendredi soir, samedi, dimanche. Donc je travaille 3 jours par semaine. Et le reste, j'ai du temps libre. Donc je me dis, ok, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire de ça, tu vois. Donc coursier à vélo, je continue un tout petit peu en parallèle. Bon, c'est la période où les revenus des coursiers ils baissaient. Donc j'ai un peu stoppé, surtout en hiver et tout. Il faisait trop froid à Bordeaux. Mais je continue par contre CFC parce qu'en gros, ça me paye mes charges. Et donc ça, c'est la première chose que j'ai compris, c'est que je me suis dit, Julien, si tu veux tenir sur la durée et avoir peut-être l'occasion de tenter, lancer des choses, il faut qu'en fait, tu as un niveau de vie très faible. Comme ça, tu vas pouvoir, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, en vrai, tu vas t'en sortir. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais des charges vraiment pas élevées, tu vois, je devais dépenser peut-être 700 euros, plus les APL de 150 et quelques euros. Donc au final, tu vois, avec ce revenu-là, j'étais bien. Donc concrètement, si j'étais au SMIC, j'aurais pu épargner 500 euros à ce moment-là. Donc j'ai vraiment commencé par ça, par me dire, pour trouver une solution, il faut que tu réduises ton niveau de vie. Et en soi, ça me dérangeait pas. Enfin, je vis quand même assez simplement. Ensuite, je retourne au Pôle emploi parce que je sais que j'ai pas le droit à des aides,
Mais par contre, on me parle beaucoup de formations qui sont financées dans des écoles, etc., par la région. Parce qu'en gros, en Gironde, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de régions, des fois il y a des postes un peu vacants. Typiquement, il y a une pénurie, on va dire, d'aides-soignants. Et ben, la région va allouer un budget, imaginons 2 millions d'euros, pour former des aides-soignants qui partent de zéro. Et je me suis dit, bah, qui sait, à D'accord. Bordeaux, il y a peut-être aussi, je sais pas, des jobs en pénurie. Donc Bordeaux va financer, la région va financer. Et donc je vais à Pôle emploi et là, franchement, je rencontre une dame. Bah, franchement, elle m'a changé la vie à ce moment-là. Elle me dit un peu qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et il y a une formation pile à ce moment-là. Elle démarrait, je crois, un mois et demi après, qui était un peu formation web. Et elle me dit, Julien, si tu veux, on a ça. Et elle m'a dit, l'avantage, c'est que t'as pas besoin de payer la formation. Elle est gratuite. Mais moi, le problème, rappelle-toi, c'est que j'ai mon job étudiant à côté, donc ça va être compliqué à gérer. Et elle me dit qu'en gros, même si j'ai pas droit au chômage de base, ça va m'ouvrir des droits. Alors que normalement, j'ai pas droit. En plus que ça soit financé. Donc en gros, la formation a coûté 14 000 euros. Elle me dit, tu vas pouvoir... bon, c'est sur candidature, donc je te partagerai après les tests que j'ai fait, etc. Mais concrètement, si j'y arrive, j'ai 14 000 euros de formation que je n'ai pas à payer. Je suis formé normalement à un métier d'avenir. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que ça m'ouvre des droits au Pôle emploi. Bon, c'était pas énorme, tu vois, c'était 500-600 euros, mais quand tu vis avec 700, en fait, c'est un revenu, en fait, hein. Si. Oui. Donc là, je me dis, purée, mais en fait, ça, c'est l'occasion. Ouais, c'est l'occasion. Il faut que je fasse tout pour réussir les Mm. tests. Donc, je me fais un CV super bien, etc. J'essaye de valoriser mes expériences en agence immobilière. Alors, de base, je faisais de l'immobilier dans les agences immobilières. Alors, je les oriente vraiment informatique. J'ai géré le site web, Mm. j'ai géré le marketing, les publicités. Pareil, je t'avais parlé de la chaîne YouTube sur la pêche. Je valorise vachement le Oui, truc dans le CV. Je t'as lance une raison. chaîne sur la pêche en Guadeloupe pour faire venir des gens en Guadeloupe, etc. Bref, je valorise vachement le truc. Je vais aux entretiens et tout. Franchement, j'étais hyper motivé. Ça se passe hyper bien. Et concrètement, c'était une classe de 14, tu vois, et on était, je crois, 300 à candidater. Et je fais partie de la classe. Donc là, je me dis, waouh, c'est bon. Bravo. Et donc là, ça commence un peu un parcours. En fait, c'était 9 mois de formation où tu apprends tout ce qui est marketing, etc. Et donc, du coup, là, je commence à mettre un pied un peu dans tout ce qui est web, informatique, etc. Et je me rends compte qu'en fait, il y a plein de possibilités. Si tu veux qu'on parle peut-être de certains points, si tu as des questions. Bah, là, en soi, tu es arrivé donc dans cette formation. Est-ce que tu as quitté ton travail à CFC Non, alors ou du tu coup, l'as je le encore à quitte pas. côté? Je le quitte pas parce que c'est Ouais. vendredi, samedi, dimanche. Donc, concrètement, je peux le faire. Ok. Par contre, le truc, c'est que, tu sais, c'est 9 mois d'études et il y avait beaucoup de gens qui étaient en reconversion. En gros, c'était des formations professionnelles. C'est pas une Oui. formation classique, c'est vraiment une formation professionnelle. Donc moi, il y avait des gens, tu vois, de 40 ans qui travaillent dans le vin à Bordeaux, qui venaient se former pour repartir en entreprise, d'autres pour se mettre à leur compte. Et la réalité, c'est Ok. que il y avait le samedi, tu vois, ils font des soirées, etc. Bon, moi, du coup, soirée, tout ça, j'oublie, je me dis, il faut que j'ai l'argent du CFC. Et au-delà de ça, j'ai aussi cette aide un peu du Pôle emploi qui m'a ouvert des droits. Donc au final, je gagne un SMIC, je vis avec 700 euros, allez, 700-800. Donc j'ai déjà de la capacité d'épargne et tout. Je me dis, bon, c'est cool, à la fin de l'année, concrètement, j'aurai peut-être 6 000 euros de côté, ce qui me permettrait de me lancer peut-être en tant qu'indépendant, etc. Et c'était vraiment l'objectif parce que le salariat n'était pas forcément adapté, je pense, ouais, à ce que je voulais faire, etc. Je pouvais me dire, ok, je Quand préfère tu... gagner, tu vois, genre 700 euros et être à mon compte que gagner 1600 et du coup pouvoir augmenter mon style de vie, mais ce qui m'intéressait pas vraiment, mais être salarié, tu vois. Mais quand tu dis ça va être compliqué d'être salarié, pourquoi pour toi ça l'était? J'ai pas de diplôme, j'ai aucun diplôme. Et le salariat, Hmm. souvent, on va te demander des diplômes. Voilà, on va te dire, bah nous, on veut que tu aies un BTS, que tu aies un master, que tu aies une licence, etc. Et déjà, si tu coches pas trop ces cases, bah souvent ton CV, il passe à la trappe par rapport à ça. Donc ça, c'était un des premiers éléments, déjà une petite barrière à l'entrée où je me suis dit, purée, mon CV, je vais envoyer juste, j'ai niveau bac, je vais me faire refuser un peu de partout. Et au-delà de ça, du peu d'expérience que j'ai fait, donc moi, c'était juste des stages immobiliers. Donc des stages, en plus, c'est pas la réalité parce que tu es en stage. On te met pas forcément une pression Hmm. folle normalement parce que bah, on ne paye pas. C'est moins de 2 mois. Mais déjà, je me rendais compte que ça correspondait pas. Et après, bah, les jobs un peu alimentaires, KFC, CFC, bon, c'est assez spécifique parce que c'est des jobs étudiants. Mais je me disais, ouais, en fait, même les gens qui sont mes managers, mais je veux pas leur travail en fait.
ils gagnaient 100 euros peut-être de plus. Enfin, ils ont leurs 35 heures, plus des primes, hein, etc. Ils gagnent peut-être 1500 euros, etc. Mais ils travaillent hyper dur, ils souffrent, ils ont mal au dos. Je me dis, purée, non, c'est pas possible. C'est pour ça que je cherchais vraiment, tu vois, une solution pour me dire, Julien, garde ton niveau de vie bas et tu vas chercher peut-être à augmenter tes revenus et à trouver une solution. Et si jamais tu as une activité qui te rémunère, allez, 1000 euros par mois, bah c'est bon, en fait, tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Parce que ton niveau de vie bas, concrètement, c'était quoi? C'était juste tes charges fixes et après, tu réduisais les sorties, tu réduisais tout ce qui était plaisir. Qu'est-ce qui était concrètement ce niveau de vie bas? Franchement, j'ai réduit au maximum. J'ai vraiment réduit au maximum. C'est-à-dire que les charges fixes, mais tout était optimisé. Bon, mon loyer, déjà, il était pas cher parce que c'était un 14 mètres carrés. Mais après, même le reste, après, tout ce qui est abonnement et tout, je cherchais toujours le moins cher. Tu sais, moi, il y a des sites que j'utilisais beaucoup, c'est Allo Forfait, etc. C'est des sites où tu as les meilleurs forfaits du moment. Et moi, je prenais des offres sans engagement ou des fois avec un minimum d'engagement, mais vraiment les tarifs sont les plus bas pour économiser. Hmm. Pareil, pas de box internet, que du partage de connexion. Tout ce que je pouvais faire pour économiser 5 euros et tout, je faisais tout. Donc tout ce qui est sorti aussi, c'était pas ma priorité. Moi, ma priorité, c'était la liberté. Donc c'est pas grave s'il n'y avait pas de sortie, etc. Je me disais, en vrai, on verra plus tard, peut-être plus tard. Mais la priorité, c'était vraiment pas ça. T'avais une force de caractère extrême quand même, hein, parce que il y a beaucoup de sacrifices que tu faisais justement pour voir ta liberté. Et toi, tu tenais par rapport à quoi? C'était vraiment l'objectif qui te faisait tenir ou c'était autre chose? Non, c'est ça l'objectif. Je me suis dit, purée, ouais, je veux une vie où je suis libre de pouvoir, ok, me dire aujourd'hui je vais travailler, aujourd'hui non, je vais pas travailler, je vais faire une de mes passions, je vais aller pêcher, etc. Et je me disais, demain, dans n'importe quel job, ça va être très compliqué. Et je voyais aussi mon frère, qui lui a 8 ans de plus que moi, qui Mm. travaillait à ce moment-là dans un grand groupe à Paris, qui faisait un nombre d'heures de folie. Alors forcément, le salaire, il avait, par rapport à moi qui gagnait pas grand-chose, bah, c'était énorme, mais je voyais la charge mentale, le stress, etc. Je me disais, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible, ça va être trop de souffrance. Tu veux une vie de famille, ouais, tu vois jamais la personne avec qui tu vis et tout. Je me dis, non, c'est pas possible. Ok, ouais, donc l'objectif était très fort et ça t'a permis de tenir. Alors en soi, à ce moment-là, t'avais quel âge? Du coup, je pense que j'avais 21, quelque chose comme ça. En Ouais, gros, c'est ok. pendant l'année de formation où j'ai vraiment tout réduit, avec cette possibilité en plus d'économiser qui était bien. Mm. Et donc, c'était vraiment à ce moment-là. Et aussi, ce que je décide de faire, c'est que je voulais commencer ce chemin, tu vois, un peu vers être indépendant, etc. J'avais lancé du coup cette fameuse chaîne YouTube sur la pêche il y a des années, tu vois, j'avais 15-16 ans, elle existe toujours, donc j'avais commencé, ça marchait bien et tout, mais je gagnais vraiment pas d'argent avec, tu vois, c'est pas monétisé, je gagnais rien. Ouais. Mais ça m'a plu en fait de faire des vidéos, tu vois, j'avais 15 ans, 16 ans, j'avais rien à gagner, mais j'adorais faire ça. Et donc pendant cette année de formation, j'avais mon job étudiant, donc CFC, j'avais cette fameuse année d'études, enfin cette fameuse année de formation, les 9 mois, et en complément, du coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et du coup, je parlais un peu de ça. Je parlais un peu bah, de réduire son niveau de vie, ses dépenses, moins dépenser, etc. Euh, et pas forcément de gagner de l'argent, mais déjà de tout réduire pour te dire, bah, en fait, moi, si tu veux, concrètement, imaginons, en fait, moi, je vois les économies en jour de liberté. Donc, imaginons quelqu'un qui gagne 1500 euros. S'il met 50 euros de côté, il a un jour de liberté. Donc, moi, je me disais, l'objectif, c'est de réduire mon niveau de vie pour avoir le maximum de journées de liberté. Et donc, j'étais vraiment focus là-dessus. Et donc, je me dis, il faut que je trouve une solution parce qu'à long terme, je ne veux pas travailler dans ce fast-food. Je veux pas un job salarié, même si c'est dans l'informatique, c'était une formation informatique qui avait la possibilité, tu vois, de travailler dans une agence, etc. Mais finalement, il y avait toujours bah, les supérieurs. Si tu voulais être augmenté, c'est compliqué. Donc, je décide de lancer cette chaîne YouTube. Et déjà, je prends un plaisir fou à partager tous ces éléments, etc. Ça me passionne et tout. Et j'ai eu de la chance, c'est qu'au moment où la formation, elle se termine, concrètement au bout de 9 mois, je commence à avoir des petits revenus avec cette chaîne YouTube. Et ces petits revenus, tu vois, Alors, ils provenaient... Ouais, dis-moi. ouais, la question c'est, là, ta chaîne YouTube, c'était le minimalisme. Exactement. Ouais, parce que je crois que je t'ai connue avec justement ces premières vidéos minimalisme. Alors, est-ce que c'était au départ? Je sais pas, mais en tout cas, je les ai vues. Et tu gagnais de l'argent à partir des publicités. Comment tu monétisais? T'allais m'en parler avant que je te pose la question.
Franchement, ça a été un changement. Bon, je peux le dire maintenant parce qu'aujourd'hui, ça me rapporte plus vraiment d'argent, mais à l'époque, Mmh. c'était assez incroyable. En gros, je fais mes vidéos sur le minimalisme. Ma chaîne, je crois, elle venait d'être monétisée, donc je gagnais peut-être voilà, 30 euros, 40 euros par mois, donc ça me permettait pas de vivre, c'était juste un petit complément, on va dire. Par contre, il y a un jour, vu que j'étais dans cette démarche d'apprendre aux gens à économiser un maximum, etc., moi-même, je cherche toutes les alternatives. Et au bout d'un moment, je me rends compte que, bah, tu vois, les banques en ligne, c'est une superbe opportunité pour économiser. Et moi, du coup, à 18 ans, j'avais mon compte Boursorama. J'avais ouvert direct à 18 ans mon compte Boursorama. Et là, tu vois, j'avais 21, quelque chose comme ça. Et donc, je décide, je savais pas quoi faire comme sujet sur le minimalisme. Donc, je me dis, mais tu sais quoi, je vais parler des banques en ligne. Qui sait, les personnes, ils connaissent pas, etc. Donc là, je fais une vidéo sur Boursorama. Et je partage mon avis. Donc forcément, mon avis, il est hyper positif parce que bah, c'est gratuit. Et l'objectif de la chaîne, c'est de rien payer. Et donc, je suis hyper emballé. Je dis aux gens, bah, ouvrez des comptes, c'est gratuit, etc. Et là, je me rends compte qu'aussi, Boursorama, il y a un truc de parrainage. Il y a un truc où tu peux parrainer les gens qui ouvrent des comptes. Et donc, je vois ça. Et à l'époque, c'était énorme, hein. C'était, je crois, 110 euros. Quelqu'un qui ouvre un compte gratuitement. Mmh. Donc, je vois ça. Je dis, mais attends, mais Julien, mais mets ton lien de parrainage, etc. Ça va être génial. Et dans la vidéo en plus, je crois que c'était juste avant de la tournée, c'est à ce moment-là que je vois ça. Donc je dis, bah, Julien, n'oublie pas par contre à la fin de la vidéo de dire aux gens de passer par ton lien. Parce que, bah, qui sait, il y a certaines personnes, et je me disais, moi, franchement, enfin, il y aura personne qui va cliquer, ça va pas marcher, etc. Je mets le lien, 3 jours, 4 jours après, je vois 4, 5 ouvertures, mais en gros, je me connecte sur le compte, je vois 500 euros. Je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je me dis, waouh! Et ça continue jusqu'à plafonner le compte. Je crois que c'était 20 ouvertures à l'époque, un truc comme ça. Donc en gros, en un mois, je gagne bah, l'équivalent, tu vois, de un peu plus de 2000 euros en un mois. Et là, déjà, je me dis, ah ouais, en fait, il existe des choses hyper intéressantes, etc. Donc à ce moment-là, ben, moi, je peux plus parrainer de gens. Donc, on fait appel à mon frère, à ma mère, à sa copine, aux copines de ma mère. Et Oui. pendant 2-3 ans, on fait ça et on répartit un peu 50% chacun, quoi. Mais oublie Mmh. pas, ouais, j'ai mon style de vie à 700-800 euros par mois. Donc concrètement, un mois de Oui. parrainage, ça me paye ma vie. Donc pendant 2 ans à peu près, rien que le parrainage m'a permis en fait de vivre totalement de cette activité parce que j'avais pas augmenté le niveau de vie. Mais en complément, tu vois, j'ai créé d'autres choses, etc. Mais ça a commencé comme ça, ouais. Alors attends, du coup, là, sur la première année, tu as pu vivre parce que tu avais très peu de charges fixes et toi, tu étais minimaliste. Donc, tu vivais vraiment grâce au parrainage Boursorama et tu as gagné Ouais. plein de jours de liberté, en fait, c'est ça? Franchement, c'était fou. En fait, bah, concrètement, en fait, je gagnais un mois de revenus. Bah, en fait, j'avais un mois de liberté. Enfin, au-delà de payer mon mois actuel, je payais le mois d'après aussi. Donc, en fait, tu vois, Mmh. sur 2 ans, j'avais la capacité de tenir encore 2 ans avec l'argent économisé. Donc, je me disais, en fait, c'est ça la solution, c'est que tu as un style de vie bas. Si en plus tu essayes de créer des choses, etc., potentiellement tu vas pouvoir l'augmenter. Et c'est ce que j'avais décidé de faire à ce moment-là. Du coup, Boursorama, je voyais que ça marchait bien. Je me suis dit, bon, on va parler de qui maintenant? N26. J'avais un compte N26. Pareil, j'en parle, ça explose. Donc après, on met le compte de mon frère, etc. Donc ça fait aussi un complément. Et donc pendant une certaine période, je pense l'équivalent de 2 ans, ça a été moi ma source de revenus qui m'a permis vraiment de vivre de cette activité, hein. C'est-à-dire que je payais mon loyer, mes courses, je payais toute ma vie avec Boursorama. Avec, ouais, le parrainage et en plus, ça me fait rire parce que j'ai utilisé ton code de Ah parrainage ouais, Boursorama. Oui, merci. parce que c'était, au moment où j'étais étudiante et que je découvrais, tout cet univers, du PEA et cetera. Parce que dans ta vidéo je crois que tu en parlais, ça devait être une autre vidéo, mais un truc comme ça. Et du coup, je m'étais dit: «Bon, bah, je vais prendre un code» parce que nous aussi, on gagnait de l'argent avec ce code-là, hein, donc du coup, j'étais trop contente et j'avais, débuté en même pas en bourse, je crois, mais en tout cas, ouais, j'avais commencé à gérer mes finances avec des vidéos YouTube au départ, dont tu faisais partie et du coup, ça me fait un peu voir les coulisses maintenant. Alors bon, on se connaît, donc tu m'avais déjà expliqué cette histoire et je t'avais dit, mais vraiment, ça me tue de voir, les coulisses derrière ça et en fait, on se connaissait même pas et je fais partie des gens qui ont regardé ta vidéo et qui utilisaient le code Boursorama et donc oui, tu vivais des parrainages, mais il y avait aussi le fait de parler minimalisme qui était super important. Tu avais aussi le fait de parler de ses finances personnelles et moi vraiment qui étais, jeune, même pas active à ce moment-là, étudiante, tes vidéos, elles m'ont trop aidée à ce moment-là.
Trop cool. Bah, trop bien. Ouais, c'était le but. Au moins, c'était de partager ce que je faisais. Et je me dis qu'il y a Mm. des gens, ils vont penser pareil et ils vont regarder, etc. Et Des fois, on se rend pas compte de la portée, mais c'est énorme. Et toi, du coup, tu vivais grâce à ces parrainages. Donc, tu me parles de Boursorama. Ensuite, tu as fait N26. Et donc, ça fait quelques mois déjà que tu vis grâce à ça. Quelle a été la suite alors? alors du coup, c'est ça. Voilà, ce qui se passe, c'est que voilà, 21 ans, année de formation, je lance la chaîne. Mm. Je parle de minimalisme. À la fin de la formation, j'ai aussi ce truc de Boursorama qui arrive. Donc en fait, toute l'année de mes 21 ans, de mes 22 ans, bah, en fait, je vis de ces banques en ligne, d'autres aussi, tu vois. Il y en avait vraiment beaucoup. Je vis de ça, donc je suis hyper content. Et là, du coup, je me dis, bon, est-ce que ça va durer peut-être une éternité, peut-être pas, quoi. Je me dis, peut-être au bout d'un moment, bah, typiquement, les Boursorama et tout, ils vont se dire, bah, c'est bon, on a tous les clients, on arrête de donner des primes à tout le monde. Ouais. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve quand même une solution un peu alternative. Mais j'aimais bien ce modèle qui est de me dire, bah, en fait, tu parles de quelque chose et où tu partages ton avis sur quelque chose et on te rémunère si la personne passe à l'action, etc. Et moi, la réalité, c'est que même si en vrai j'avais un style de vie simple, il y a quand même plein de services dont on peut se servir tous les jours. Tu vois, mon assurance voiture, j'étais chez l'Olivier Assurance. À ce moment-là, pareil. L'Olivier Assurance, du coup, je vais voir, est-ce qu'ils n'ont pas un truc de parrainage, d'affiliation, etc. Je découvre aussi, ils ont de l'affiliation. Donc, je fais une vidéo, meilleure assurance voiture, la moins chère, etc. Je partage mon expérience. Ou sur des vidéos, tu vois, 5 choses pour économiser avec sa voiture. Donc, je donnais des conseils, typiquement, ne pas accélérer brusquement, faire chauffer la Mm. voiture, bien gonfler ses pneus, avoir une assurance pas chère. Là, je partageais de l'Olivier que j'avais. Les gens, ils passaient par mon lien. Et en fait, petit à petit, comme ça, je me crée pas mal de partenariats avec des entreprises. Donc là, c'était plus vraiment du parrainage, c'était vraiment un partenariat. Donc j'avais une personne de l'entreprise avec qui j'étais en lien, qui, elle, me faisait vraiment un bilan chaque mois, etc. Et du coup, sans limite. J'avais plus cette limite de, tu vois, tu pouvais parrainer 10 personnes, etc. Non, c'était nos limites. Tu peux en emmener autant que tu veux. Et on te commissionne. Souvent, on te commissionne un peu moins. Mais par contre, tu peux emmener autant de gens que tu veux. Et donc, Alors, je la question, commence à... c'est comment tu passes. Pardon, je t'ai coupé. Mais Non, je demandais comment tu passes du parrainage classique où tu es limité comme tout le monde à avoir quelqu'un de dédié pour toi. Est-ce que c'est eux qui te repèrent et qui disent oula, lui, il commence à faire beaucoup de parrainage, je vais le contacter? Ou est-ce que c'est toi qui dis bon, bah là, j'ai une chaîne YouTube, je commence à avoir plus de monde que 10 personnes, est-ce qu'il y a moyen de s'organiser? Ouais, alors en fait, c'est exactement ça. C'est que moi, je me rends compte que, en fait, j'étais un peu bloqué. C'est-à-dire qu'il y avait des vidéos que j'avais faites sur plein de sujets, mais en fait, j'avais atteint les plafonds. Et même malgré les amis, des amis, des amis, au bout d'un moment, les vidéos, il y a des gens qui veulent ouvrir et malheureusement, bah, ils vont rien gagner. Et moi, je vais rien gagner aussi. Donc, je me suis dit, il faudrait peut-être que je contacte ces entreprises, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il y a une partie des entreprises où c'est des refus, où ils font pas, en fait, ça, hein. Ils ont juste un système de parrainage. Et il y en a d'autres, du coup, qui, pour le coup, veulent bien faire ça. Et souvent, juste, elles demandent, bah, est-ce que vous avez un site internet pour parler de nous? Est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Parce que où vous allez nous mettre en avant? Ils veulent savoir. Donc, concrètement, moi, c'est ce que je leur expliquais. Je leur expliquais, bah, à ce moment-là, j'avais des vidéos YouTube. Donc, j'envoyais les liens des vidéos. Typiquement, bah, l'Olivier, c'était le cas. Je les avais contactés en leur disant bah, que voilà, j'ai fait une vidéo où je parle de comment économiser les frais de sa voiture, etc. Je parle de vous. J'ai fait du parrainage, ça a très bien marché. Est-ce que je peux avoir un peu un partenariat avec vous, un lien affilié, etc. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait pour beaucoup, beaucoup d'entreprises. Et maintenant, ça s'est énormément développé, ce qu'on appelle l'affiliation, parce que en fait, c'est vraiment gagnant pour les entreprises. Elles ne te payent pas si la personne n'a pas acheté ou quelque chose comme ça. Donc, elle n'a pas grand-chose à perdre. Tu la mets en avant gratuitement, et si jamais personne n'achète, eh ben, elle te donne rien. Et moi, j'étais assez sûr, je me suis dit, ces vidéos-là, elles marchent déjà, donc autant demander, elles marchent ces vidéos. Donc, si je récupère un lien, c'est sûr que des gens vont prendre. Donc du coup, c'est toi qui as fait le passage en demandant un partenariat qui a été accepté. Donc à ce moment-là, tu avais plusieurs partenaires, tout le monde n'a pas accepté. Et donc tu vivais de l'affiliation à ce moment-là. Et la suite, c'est quoi? C'est vraiment, tu t'es dit, ben, je vais continuer à des partenariats, vivre de ça. Du coup, la suite, c'est un peu ça, hein. C'est que là, la suite, en termes de revenus, du coup, c'était beaucoup plus important. Parce qu'il n'y avait plus de questions de limite de place, etc.
Et même moi, quand je faisais du parrainage, en fait, vu que je le faisais avec ma famille, parce que mes comptes, ils étaient très plafonnés, moi, je donnais 50% à ma famille à chaque fois. Donc, quelqu'un qui faisait du parrainage avec moi, bah, automatiquement, il avait 50% sans rien faire. Je mettais juste son lien. Et donc Mm. là, bah, en fait, non, il n'y avait plus ça. Là, j'étais en direct avec l'entreprise, plus de volume, etc. Donc, plus de place limitée. Donc ça commence à très très bien marcher, donc d'avoir des revenus qui sont à 2000, 3000, 4000, etc. Donc à bien tourner. Moi, je suis tout seul à faire mes trucs dans mon 14 mètres carrés à ce moment-là. En fait, je rencontre ma copine, c'est ça, après en 2019-2020. On décide d'emménager ensemble, après plusieurs mois, etc. Donc là, on prend un appartement qui est plus grand. Et moi, avec une pièce vraiment dédiée où je me dis, bon, il faut professionnaliser ça. T'as compris que ça pouvait marcher, etc. Par contre, le but, c'est aussi que ça dure sur le long terme et pas que tout demain, tout s'arrête, tout ce que tu as construit, etc. Donc, j'essaye vraiment de Mm. professionnaliser avec plusieurs chaînes YouTube, avec aussi des sites web. Donc là, j'ajoute des sites web d'affiliation que je crée aussi, moi, avec mon frère, etc., qui a une agence web, histoire d'avoir vraiment un truc qui est bien solide, qui va pas demain tomber. Donc, on travaille vraiment là-dessus à fond, etc. Jusqu'à avoir des revenus, franchement, qui sont très, très intéressants. Moi, qui me permettent de déléguer aussi, de me libérer du temps. Parce qu'au final, tu te rends compte que gagner de l'argent, c'est bien, mais en fait, si tu n'as plus de temps, bah, c'est catastrophique. Donc, en fait, tu te sers de cet argent pour récupérer une partie de ce temps. Donc, c'est ce que je commence à faire. Et là, c'est pas que je sors du minimalisme. Voilà, j'avais pas forcément, c'était la voiture de ma copine. Moi, j'avais pas de voiture à ce moment-là. J'avais revendu ma Golf, etc. Mais vu que financièrement, ça avait bien marché, je me suis quand même détendu sur tu vois, payer toujours le truc le moins cher, etc. Je me suis dit, bon, on va essayer de privilégier vraiment des trucs, pas acheter des bêtises, mais durables sur le long terme, et moins regarder les prix. Mais toujours dans cette idée quand même de me dire, je veux aucun crédit consommation, je veux pas de crédit voiture bizarre, etc. Parce que je veux pas être dépendant, être redevable à quelqu'un, etc. Je veux vachement être libre. Ça faisait combien de temps que tu vivais avec le minimalisme? Bah, du coup, ouais, de 21 ans, tu vois, à 22, 23, c'était minimalisme avec le parrainage, etc. Et c'était tu vois, vers Ok. 20, 23 qu'à peu près là, vraiment, on a structuré bien, je commence à déléguer, etc. Pour avoir vraiment plus un petit kayak, tu vois, qui peut vite couler et avoir plus un petit bateau qu'on va essayer d'améliorer, etc. Et justement, tu me parles du fait que tu es quand même dépendant des entreprises. Tu as diversifié les sources de mise en avant, c'est-à-dire YouTube, et maintenant, tu as les sites web. Exactement. Ouais, le but, c'était de diversifier parce que je ne sais pas, tu vois, ce qui va se passer forcément demain. Je ne sais pas ce que va devenir YouTube. Les sites web, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir non plus. Donc je voulais surtout pas tous les œufs dans le même panier. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, c'est ça, que c'est que quand quelque chose marche bien, si tu veux le développer, eh ben, il va falloir quand même investir dedans, c'est-à-dire embaucher des gens, travailler avec des personnes. Donc en fait, tu augmentes tes charges. Et donc si tu as le malheur d'avoir le truc, bah, si en fait il tombe, tes charges, elles restent, tu vois. Enfin, même si ça baisse, demain, tu es une entreprise. Si imaginons McDonald's, demain, ils gagnent plus d'argent, enfin, les salariés, il faut quand même les payer en fait qu'il C'est y ait des ça. clients ou pas. Et donc, à ce moment-là, je me dis, ouais, il faut quand même diversifier, qu'on trouve des solutions pour pas être dépendant d'une seule source de trafic et au-delà de ça, pas être dépendant d'une seule entreprise et avoir 20, 30, 40, même 50 partenaires. Alors, certains partenaires qui rémunèrent 10 euros par an, c'est sûr, mais au moins, on diversifie petit à petit et on verra ce que ça donne. Cette lucidité, justement, par rapport au fait de pouvoir diversifier pour te sécuriser, elle est venue de toi et de ton expérience, ou est-ce que tu as été aidé à un moment par quelqu'un qui a pu te dire attention Julien, c'est super ce que tu fais, mais il va y avoir quand même cette problématique à venir travailler. En fait, moi, je l'ai vu que je suis quelqu'un qui est un peu averse au risque. C'est-à-dire, j'ai vraiment pas envie de me retrouver dans une situation que je ne veux pas. J'essaye de Mm. prévoir le truc. Donc, avoir le plus d'épargne de côté, si possible, pour pouvoir tenir si tout s'arrête. C'est-à-dire que si demain, tu vois, imaginons tout s'arrête, bah, c'est chiant, mais d'un côté, j'ai du temps pour reconstruire petit à petit et ça serait Mm. pas la fin du monde. Même s'il y a des gens à payer, ça pourrait se faire. Et donc, à ce moment-là, j'ai essayé d'être pareil. Donc, garder toujours beaucoup d'épargne de sécurité, des dépenses qui avaient un peu augmenté, parce que forcément les revenus avaient augmenté, mais c'était vraiment raisonnable. C'est-à-dire, tu vois, si je suis passé de 600 euros de revenus à 4000, j'ai fait peut-être sur l'augmentation des revenus, tu vois, je suis passé de 600 à 1200, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, là, je suis au max de mes dépenses et je suis à 1400 euros par mois, mais
et les revenus sont plus importants. Donc concrètement, j'ai jamais augmenté proportionnellement aux revenus parce que je sais que c'est un piège. Après, c'est trop compliqué. Et même pour redescendre, ah ouais, c'est compliqué. Donc je voulais éviter ça. Et c'est principalement ouais, pour cette raison. D'accord, donc tu l'as fait tout seul en fait, cette prise de conscience et de te diversifier, c'est vraiment toi qui t'es dit par l'expérience, oula, attention, je me connais, je veux pas de risque, donc tout seul, je prends la décision de venir diversifier. Et après de déléguer, ça c'est pareil, de prendre la décision de déléguer, c'est dur hein, quand même, parce que Ah ouais. justement, tu as très peu de charges, tu veux maintenir ce peu de charges, mais si tu payes quelqu'un, bah, forcément ça augmente. À quel moment tu décides que là, c'est le palier où il faut déléguer, tu es prêt à déléguer, tu as les process pour, donc comment cette décision, elle est intervenue? Bah, au début, c'est beaucoup d'erreurs. Déjà, au début, on veut jamais déléguer parce que on se dit, personne saura faire la même chose que moi aussi bien, sera autant impliqué, etc. Mmh. Bon, la réalité, c'est ça que c'est vraiment une croyance, hein. C'est qu'en fait, si tu as vraiment un process hyper clair, la personne sait exactement ce qu'elle doit faire, etc. Il peut y avoir une erreur, c'est-à-dire que tu as recruté la mauvaise personne, etc. Moi, ça m'est arrivé, tu vois, de travailler avec des personnes pour qui, bah, en fait, ça allait pas. Mais c'était de ma faute, hein. C'est moi qui ai mal choisi la personne, poser les mauvaises questions lorsqu'on a fait un petit entretien, etc. Mais c'était 100% de ma faute. Après, il y a des choses, des fois, qu'on ne peut pas contrôler, malheureusement, où la personne était très motivée, et on est des humains, il peut t'arriver un truc dans ta famille, dans ton couple, ce qui fait que bah, tu étais très motivé, du jour au lendemain, je sais pas, tu pars en dépression parce que tu as un décès dans la famille, ça va impacter ton travail. Alors du coup, pour trouver un peu les bonnes personnes, déjà, il va y avoir des erreurs, je pense, de base. Il va y avoir trois erreurs, à mon avis. La première erreur, c'est ne pas savoir ce qu'on recherche concrètement. Concrètement, c'est dire, bon, bah, je vais rechercher quelqu'un. Actuellement, je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide là-dessus, etc. Mais en fait, ne pas analyser précisément, OK, mon besoin, c'est vraiment ça spécifiquement. Parce qu'il n'y a personne qui est bon dans 10 domaines. Si on veut bien déléguer, pour moi, il faut vraiment être spécialisé. C'est compliqué de déléguer une personne à une personne qui va tout faire, quoi. Tu vas lui dire, bah, fais du montage, fais de la rédaction, fais du support, etc. Ça va être trop compliqué pour cette personne à gérer et il n'y a personne qui est capable de tout faire. Donc ça, c'est un des premiers éléments. C'est vraiment analyser précisément ce que tu veux déléguer et de pas faire cette erreur de se dire, bon, bah, je pense que je vais déléguer ça parce que ça me prend du temps. Deuxième erreur, après, c'est le process. C'est en gros ne pas avoir un process clair qui définit vraiment les étapes, comment les faire. C'est ça que moi, dès que je délègue quelque chose, en général, j'ai deux éléments que je partage à la personne à qui je délègue. Premièrement, j'ai des Google Docs au format écrit. Comme ça, elle peut lire si elle souhaite vraiment le process. Et aussi des vidéos Loom, donc des petites vidéos que j'enregistre, où je fais en fait les étapes que cette personne va faire. Comme ça, elle a deux supports, elle peut regarder. Et si Mmh. jamais elle a des questions, être surtout disponible pour bah, les personnes qui travaillent avec nous en fait. Parce que si la personne sent qu'on n'est pas disponible, etc., bah, des fois, elle va prendre des décisions par elle-même parce qu'elle n'ose pas nous poser la question. Et des fois, bah, en fait, le résultat va pas forcément être bon, etc. Donc au début, il faut vraiment bien, bien accompagner. C'est important. Et après, le troisième élément, c'est aussi la rémunération. C'est-à-dire que si on veut qu'une personne s'investisse dans une mission, il faut qu'elle soit payée un minimum. En fait, on ne peut pas payer au lance-pierre une personne. En fait, il y a vraiment une corrélation entre quand même les revenus et l'implication de la personne. Et surtout sur la fidélisation, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a pas mal de missions qu'on délègue où on peut payer à l'heure. Donc, on n'est pas obligé de déléguer, faire un CDI, etc. Mais entre une personne qu'on va payer 10 euros de l'heure et une personne qu'on va payer 20 euros de l'heure, en fait, la personne qui gagne 20 euros de l'heure aura beaucoup moins tendance à partir, en fait. Parce qu'en fait, elle est sur un poste où elle est payée correctement, elle estime que c'est bien, et en plus, plus on va baisser, plus les gens partent vite, plus on augmente. Après, il faut trouver un juste milieu entre c'est rentable, ça nous libère du temps et la personne est contente. C'est les C'est trois ça. éléments, ouais. Alors, sachant que toi, du coup, tu délègues à des indépendants, tu as pas de salariés. Exactement. 100% que des indépendants. Ils gèrent comme ils veulent aussi leurs horaires. C'est-à-dire que Mmh. ils doivent pas être là à 8h, 10h. Ils font comme ils veulent. S'ils veulent travailler que la nuit, ils travaillent que la nuit. C'est eux qui gèrent. Pour certains, c'est du fixe. C'est-à-dire qu'ils ont un revenu chaque mois et pour OK. certains, ça va être pour beaucoup, ça va être de l'heure. Donc c'est un tarif à l'heure. Donc dès que la personne bosse sur une démission, elle lance, il y a des outils directement que tu peux utiliser. Moi, nous, on n'utilise même pas d'outils, c'est à la confiance. Et la personne commence à travailler, elle sait combien de temps elle passe d'heures. Et à la fin du mois, bah, j'ai travaillé 60 heures, j'ai travaillé 100 heures, etc.
et c'est son taux horaire. Très bien. Et toi, tu as choisi des freelances par rapport à la «rentabilité» entre guillemets, à la flexibilité ou aussi par rapport au fait que toi, tu voulais pas être salarié et du coup, tu voulais pas aussi avoir des gens en salarié avec toi? Alors déjà, ouais, moi de base, je voulais pas forcément avoir de salariés parce que, bah, en fait, t'as des enfin, quand tu prends quelqu'un en tant que salarié, le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu as besoin d'un poste particulier. Dans 3 ans, est-ce que ce poste, j'en aurai encore besoin? Je sais pas. Le problème, c'est que si cette personne, elle est en CDI, bah, même si tu n'en as plus besoin de ce poste, tu gardes cette personne. En freelance, tu as la flexibilité. Enfin, tu peux mieux les payer que s'ils sont salariés. Aussi, s'ils veulent s'arrêter, ils s'arrêtent. Si demain, ils en ont marre de toi, ils veulent s'arrêter ou tout autre, ils peuvent partir. Toi, pareil, si un jour il y a vraiment une erreur grave et ils ont fait un truc qu'il fallait vraiment pas faire, qui est catastrophique, ou ça met en péril ton activité, tu peux te séparer de cette personne sans te dire ça va être compliqué. Tu as souvent juste un préavis d'1 mois, 3 mois. Donc je trouvais que en termes de flexibilité, c'était plus intéressant. Et surtout, les personnes, en plus, tu sais, c'est vraiment un peu, ils s'organisent comme ils veulent. Je trouve ça plus agréable. J'ai l'impression que ça se passe mieux. Il y a moins, en fait, tu sais, ce rapport patron et moi, je suis son salarié. Non, non, en fait, on est une équipe. Toi, tu es l'expert du support. Toi, tu es l'expert de la rédaction. Moi, je connais pas plus ton métier que toi. C'est toi l'expert. Juste, on bosse ensemble. D'accord, donc oui, je comprends tout à fait par rapport à ton choix et aujourd'hui, tu as combien de personnes dans ton équipe? Alors, du coup, que des prestataires. Alors, si on compte par mois, il y a 4 personnes concrètement. 4 personnes. Il y a OK. une personne full-time, donc toute la semaine, etc. Après, les autres personnes, ça va être de la prestation, donc ça va dépendre. Souvent, c'est à l'heure, mais ça va être 10 heures par semaine. Ça va être assez court. Mais concrètement, on est vraiment deux à tenir le bateau, on va dire, à tenir la barque. Et après, le reste, c'est plus des prestataires et tout, mais qui sont indispensables. En fait, ouais, tout est indispensable. Parce qu'en fait, quand tu es une petite entreprise, parce que moi, c'est une toute petite entreprise en réalité, enfin, l'impact d'une personne est énorme, positif comme négatif, hein. Parce que tu es, un petit bateau. Demain, Apple, tu vas mettre un salarié qui est ultra mauvais, il va rien changer quasiment à Apple. Mis à part s'il est tout en haut, il sera jamais tout en haut dès le début. Mais quand tu es une petite entreprise, un petit grain de sable, en fait, peut faire un peu dérailler ton train. Donc concrètement, ouais, petite équipe, mais c'est vachement bien. Les personnes sont contents, on est content, donc c'est cool. En fait, c'est qui les 2 personnes qui tiennent le bateau? C'est toi et la deuxième personne, c'est qui est indispensable? Ouais, moi, c'est ma copine, en fait, qui bosse avec moi. Donc elle bosse full-time OK. pour l'entreprise. Donc concrètement, on est deux. On s'organise après comme on veut, hein. Moi, tu vois, je travaille que le matin, pour l'exemple. Mmh. L'après-midi, c'est temps libre, c'est sport, ce que je veux. Ma copine, c'est l'inverse, elle est plus de l'après-midi. Donc c'est vrai qu'on n'est pas très bien calé là-dessus, mais c'est un peu, je sais pas, on est fait un peu comme. Mais et après voilà, et après les équipes, après ils s'organiseront comme ils veulent, hein. Il y en a, c'est le week-end, D'accord. ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Donc ta copine concrètement, elle fait quoi, avec toi? Quel est son rôle? Ouais, il y a plusieurs activités. Il va y avoir une activité de la rédaction SEO. Donc concrètement, Mmh. pour faire simple, c'est en lien avec l'affiliation. Vu qu'on a des sites, c'est rédiger du contenu, etc. Gérer, parce que ça, je les considère pas dans l'équipe, mais on délègue des missions vraiment ponctuelles où on va avoir besoin d'un rédacteur, de faire un article, etc. Ça, on va le déléguer, mais c'est pas quelqu'un qui bosse avec nous la semaine, etc. C'est de temps en temps, quoi. Où on va passer une commande à une personne, 10 articles, et il doit nous les faire sous un mois, etc. Donc, elle va Mmh. gérer aussi un peu ces prestataires-là, qui sont vraiment, ouais, pour le coup, vraiment plus qu'externes, parce qu'on fait appel à eux de temps en temps. Donc montage, prestataire externe, donc délégation, rédaction, c'est principalement les activités, les activités. Ça fait déjà pas mal il y a pas mal de trucs à faire déjà. Tu m'étonnes. Parce que là, du coup, elle est à 100% avec toi tout le temps et après les prestataires, comment vous faites pour les choisir? Vous passez par des plateformes type Malte? Vous faites, des demandes? Vous avez un réseau? Comment vous les choisissez, en fait? Comment vous les trouvez plutôt même? Ouais, prestataire, bah, moi, ce que j'aime bien, c'est les connaissances. Donc en gros, OK. soit tu connais des gens, tu as des proches, des amis, etc. Où tu sais que ça peut correspondre parce que c'est leur activité ou tout simplement tu trouves que ça match bien, tu leur proposes. Donc moi ça j'aime bien. Et après sinon il y a les recommandations. C'est-à-dire tu connais un tel et tu vas lui demander bah, parce qu'il est dans un domaine assez similaire au tien, bah tiens est-ce que tu connaîtrais pas un rédacteur, etc. Et Mmh. quand c'est de la recommandation, souvent les personnes ils font attention à ce qu'ils recommandent parce qu'ils savent que si c'est nul, c'est pas de leur faute, mais entre guillemets, tu sais, ils engagent un peu leur responsabilité.
Donc, j'aime bien de cette manière. Et après, sinon, pour les prestataires vraiment ponctuels, enfin, où c'est assez rare et où c'est plus pour certaines missions, Upwork, c'est pas mal. Upwork, et Ok. il y a vraiment des talents. Aujourd'hui, on se rend pas compte dans le monde entier, mais typiquement, sur Upwork, tu as des gens hyper talentueux en Afrique, dans certains domaines qui sont hyper compétents, en Asie. Il y a vraiment des gens, ouais, hyper talentueux sur certaines missions, donc qui peuvent être vraiment intéressants, qui sont très bien notés. Et des fois, on peut se dire, oui, mais regarde, cette personne qui est en Asie, tu vas le payer. Ou imaginons même une personne qui n'est pas en Asie, je vais te donner un exemple, mais à Madagascar, moi je suis à Maurice, Mhm. Madagascar, les revenus moyens par mois, je crois, on est autour des 100 dollars par mois. Donc on pourrait se dire, ouais, mais si tu veux, quand tu prends quelqu'un sur Upwork, imaginons un assistant, que tu vas payer 15 dollars de l'heure, tu l'exploites. Non, tu l'exploites pas du tout. 15 dollars de l'heure, cette personne, pour Madagascar, elle est très riche. Donc tu la fais très très bien vivre. Donc moi, je fais attention quand même à ça, à me dire, ok, les gens, il faut faire attention à leur style de vie, etc. Et donc des fois, on délègue à des prestataires qui sont sur Madagascar ou autre, mais ils sont très très bien payés, hein. Enfin, par rapport à leur coût de vie, c'est énorme, hein. C'est comme si en France, tu vois, on te payait 120 euros de l'heure. Donc au final, t'es très bien, quoi. D'accord, je vois. Ouais, donc tu as tout ce réseau pour pouvoir choisir les bonnes personnes pour tes délégations. Donc tu tournes grâce à ça. Aujourd'hui, justement, donc l'affiliation, tu as les sites web et YouTube. Ton organisation, tu me dis que tu arrives à travailler que le matin et l'après-midi, t'es libre. Donc Ouais, techniquement, le matin, tu t'occupes comment? Enfin, ça ressemble à quoi ta journée type en fait? ouais. Alors en gros, moi, ça commence quand je te dis travailler le matin, c'est travail deep work, donc intensif. Ok. L'après-midi, je suis libre, mais je vais quand même souvent être quand même, à part le sport et tout, quand même touché à l'ordinateur. Je vais pas rien Hmm. faire, aller à la plage ni rien. Donc, je suis toujours en train de faire des trucs, mais des trucs qui sont pas productifs, qui ne font pas avancer forcément les choses, mais qu'il faut quand même faire. C'est Donc, quoi? concrètement, ça peut être la relation avec les partenariats que tu as, Ok. voir si les stats elles sont bonnes. Si elles sont très très bonnes, bah, essayer peut-être de caler un appel avec le partenaire pour voir est-ce qu'on peut pas trouver quelque chose de mieux en termes de rémunération pour eux, pour nous, etc. Donc, tu as pas mal de points à faire avec tes partenaires. Tu as trouvé tes nouveaux partenaires aussi. Parce que moi, dans mon domaine, dans l'affiliation, tu as des partenaires pour qui ça marche très bien. Du jour au lendemain, ils peuvent se dire, bon, bah, en fait, nous, on va un peu stopper l'affiliation avec les affiliés. On va maintenant prendre ce budget qu'on a loué pour les affiliés et le mettre en publicité Facebook. Et Hmm. concrètement, toi, tu es un peu bloqué, tu vois. Donc, c'est aussi trouver d'autres partenaires de backup, tester des partenaires, faire des articles sur eux, du contenu sur eux, etc. Donc, c'est ce travail-là. Donc, moi, le matin, c'est principalement tout ce qui est production. Donc, ça peut être production de vidéos, ça peut être de contenu, donc articles. Vraiment, toute cette partie-là, production, qui vraiment prend de la charge mentale et qui est fatigante. Ça, et après, je fais un point, souvent fin de journée, avec les personnes avec qui on travaille pour voir si ça s'est bien passé, s'il y a des problèmes, etc. Et après, planifier la journée du lendemain. Qu'est-ce qu'on va faire demain matin? Et c'est le plus important. Ouais, pour pas arriver le matin dans le bureau et se dire, ok, bon, bah, je vais faire quoi? Non, non, non. Il faut savoir vraiment précisément, ok, je dois faire ça, je dois faire un contenu, je dois faire ça. Il faut que ça soit très clair. Et souvent, commencer par le plus dur. Il y a un livre, je crois, c'est Avaler le crapaud, qui est vraiment Oui. bien, qui explique concrètement faire le plus dur de la journée. En fait, quand tu te réveilles, après, tu es tranquille. Si on n'aime pas aller à la salle de sport, vaut mieux aller le matin. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, vaut mieux le faire de suite. Parce que plus on arrive dans la journée, plus en fait nos batteries, on les a vidées et plus c'est compliqué. Je vais mettre le lien en description de ce livre parce que j'ai le nom en anglais, c'est Eat the Frog, je crois. Alors, mon accent, voilà. Mais il sera dans la description si vous voulez le retrouver. Et ouais, c'est de la productivité. C'est vraiment, t'as de l'énergie, comme tu disais, au début de la journée. Alors après, ça dépend les gens, parce que typiquement, ta copine, c'est plutôt l'après-midi, donc attention à ça. Mais de dire, ben voilà, quand j'ai de l'énergie, je passe toutes les tâches les plus dures. Et après, au fur et à mesure du temps, je ralentis. C'est un super livre, franchement, je vous conseille de le lire, il est vraiment top. Donc le lien il sera dans la description. Mais du coup, toi en termes de productivité, tu sais très bien comment tu es, à quel moment de ta journée tu as de l'énergie et où tu passes ton deep work. Donc toi, c'est le matin. Matin, ouais, tous les jours. Moi, je fais pas de Ouais. stop le dimanche ni rien. Je fais ça tous les jours parce que j'aime pas casser. En fait, le truc, c'est quand tu fais ça tous les jours, c'est que même mes oreilles, je me lève le matin, il n'y a pas de réveil. En fait, ton corps, il s'habitue vachement. Donc, moi, c'est vrai que je stoppe pas forcément un jour précisément. S'il faut prendre du repos,
enfin, en fait, c'est pas forcément fatigant, quoi. Je trouve que c'est une Ouais. organisation. Et par contre, si jamais bah, on veut aller faire quelque chose qui prend toute la journée, bah, c'est pas grave, je ferai pas et je décale, etc. Mais j'essaye de pas couper les habitudes, en fait. Le moins possible, du moins, que ça soit un peu Ouais. millimétré. Tu pas de week-end, en fait. Toi, ta semaine, c'est, du lundi au dimanche, tu bosses et après si Ouais. vraiment tu as un truc à faire, tu coupes. Ouais, en fait, je fais ça par rapport à un point précis, parce que ça peut paraître, on peut dire, mais c'est bête. Si finalement, t'as quelque chose qui marche, tu peux déléguer. Pourquoi tu te reposes pas samedi, dimanche? En Mmh. fait, moi là-dessus, j'ai vraiment pris ça par rapport un peu à mon âge. C'est qu'en gros, j'ai 25 ans et je me dis jusqu'à mes 30 ans, l'objectif, c'est de fonder une activité, une entreprise qui permet de nous faire vivre, de bien nous rémunérer, que tout marche bien, jusqu'à arriver après dans une phase d'après où c'est potentiellement des enfants, une vie de famille, etc. Mais en gros, moi, je veux vraiment prendre chaque phase et les pousser au maximum. Donc, typiquement, moi, avant mes 30 ans, ça me dérange pas à 50 ans de gagner 0 € d'argent. Voilà, ça me dérange pas parce que je sais qu'en fait, le plus important, c'est l'âge que j'ai aujourd'hui. Jusqu'à mes 30 ans, je veux reconstruire une assise financière qui me permet de me dire, en fait, c'est pas grave si plus tard tu gagnes même 0 € par mois, tu as des investissements qui tournent bien, qui te rémunèrent déjà très bien. Donc, je suis partisan plus de ça, de me dire, ok, Julien, tu as de l'énergie aujourd'hui, tu en auras peut-être plus à 40 ans, à 50 ans. Et du moins, ça va diminuer normalement un peu avec le temps, l'énergie. Donc, si tu as des enfants et que tu veux toujours donner de l'énergie à tes enfants, il va falloir faire en sorte de peut-être réduire ta quantité de travail. Donc, je préfère me dire jusqu'à 30 ans, tu travailles très dur, tu gagnes le maximum, même si c'est un peu mal vu en France, etc. Mais tu gagnes le maximum, tu payes les gens le maximum pour plus tard, du coup, si tu veux réduire, en tout cas avoir le luxe de pouvoir réduire. Si tu veux pas réduire, tu réduis pas, mais tu as le luxe de le choisir. OK. C'est un peu FIRE ça, de dire, je construis, beaucoup quand je suis jeune. Enfin, tu passé par le minimalisme au départ, hein, de toute façon, où tu as réduit tes charges et après comme ça, beh, tu vas pouvoir vivre, d'activités passives ou de rente, ou d'autres revenus de ce type où tu pas besoin d'agir. Ouais, bah en fait, ça peut être ouais, un peu assimilé, c'est ça, mouvement Fire. Moi, dans l'idée, je sais que ça serait impossible de ne rien faire. C'est trop Mmh. compliqué, même quand je pars en vacances et tout, tu te rends vite compte que en fait, c'est horrible. Enfin, c'est bien une semaine, mais après, t'as plus envie. Et surtout, en fait, si tu arrives à faire quelque chose que tu aimes, qui te plaît, qui commence à marcher, mais pourquoi arrêter, tu vois? Pourquoi arrêter? Il y a juste peut-être réduire l'intensité que tu mets dedans, parce que tu as des choses plus importantes comme tes enfants, comme ta femme, ton homme, tes proches, ton père, ta mère, tu vas aller manger avec eux, etc. Donc tu réduis ce temps-là pour passer plus de temps avec les gens que tu aimes. Mais concrètement, arrêter quelque chose qui te plaît, je pense, c'est très très compliqué. Donc moi, c'est vraiment pas le but, c'est juste, je me dis, bon, tu as beaucoup d'énergie maintenant, profites-en, ce sera pas le cas plus tard. Après, c'est aussi un risque parce que c'est le risque de se dire, bah, aujourd'hui, je passe un peu moins de temps, tu vois, avec certains proches, etc. Par rapport, tu vois, à ce que je fais maintenant. Parce que qui sait, c'est pas du tout un pari gagnant, hein. Qui sait, ça va être catastrophique. Il faut surtout pas faire ça. Mais je suis parti là-dessus. Moi, ça me correspond bien. Les proches le comprennent. Et je trouve que là, actuellement, c'est ce que je compte faire. Alors, peut-être pas jusqu'à 30 ans, mais jusqu'à les 3 prochaines années, on va dire. Bah, là déjà en très peu de temps, tu passé de, bah, je suis étudiant, je fais mon job à CFC et cetera. 2 ans plus tard, justement, tu avais, l'affiliation de tes chaînes YouTube qui marchait bien. 2 ans plus tard, maintenant, ben, ton niveau de revenu, il a largement augmenté pour te permettre de déléguer, faire d'autres choses et vivre de ce qui te plaît finalement. Donc, comme quoi, bah, on peut dire que tu as réussi, hein, d'une manière extérieure, de dire: «Beh, voilà, à l'école, j'étais peut-être moins bon, mais maintenant je travaille dans quelque chose qui me plaît, je le fais pour moi, je peux gagner ma vie grâce à ça, j'ai des projets, et cetera». Et justement, en fait, ce qui se passe, c'est que tu sais très bien que dans 2, 3 ans, tu auras peut-être une autre situation, mais tu travailles à fond pour pouvoir, construire tout ça. Ouais, c'est vraiment le but. C'est vraiment le Mmh. but. Moi, je sais qu'avec ma copine, ça, on veut des enfants plus tard, etc. Moi, j'ai vraiment vécu ça. J'ai mes parents profs, mais j'ai toujours eu mon père qui m'a dit, j'ai pas l'argent, j'ai pas le budget, etc. Et je le voyais acheter des trucs hyper chers à côté. Moi, ça me paraissait illogique. Je me dis, mais normal, il n'y a pas l'argent parce que tu as acheté une guitare à 500 euros. Normal qu'il n'y ait plus d'argent. Et je veux surtout pas ça. Je veux Ouais. vraiment avoir quelque chose de stable et si on a des enfants, faire en sorte d'avoir quelque chose qui est bien construit, pas pour, enfin, faire en sorte que les enfants aient tout, etc. Mais juste pouvoir passer du temps avec eux. Et je pense qu'aujourd'hui, l'argent, c'est vraiment ce que ça permet, c'est le temps.
Donc je me dis, ouais, si on a de l'argent, bah, ça va nous permettre de pouvoir passer plus de temps avec eux, en fait. Et aussi avec la Ouais. famille, etc. Et c'est un luxe qui est incroyable. Ta famille, elle est où là en ce moment? Est-ce qu'elle est restée en France? Puisque toi maintenant tu es expatrié à l'île Maurice, hein, donc Mm. où elle se situe? Alors c'est ça. Nous, on est à Maurice. Ma famille, elle est un peu éparpillée, mais on va dire un peu le sud de la France vers Marseille. On a de la D'accord. famille vers Marseille et on a de la famille dans les Landes. Donc pas très loin de Bordeaux, etc. Donc Landes Ouais. et sud de la France. Et ouais, elle est éparpillée comme ça actuellement. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a décidé à t'expatrier à l'île Maurice alors qu'à l'époque tu étais revenu en France, que tu as de la famille là-bas? Pourquoi avoir choisi en plus l'île Maurice en particulier? Avant, en fait, on cherchait une destination où s'expatrier. Donc on a visité pas mal de pays. On est allé à Bali, on est allé à différents endroits. On a fait Maurice. Maurice, on a eu quand même un gros, gros coup de cœur pour ici, de par les gens principalement. Il y a des gens ici qui sont tellement gentils et c'est trop agréable en fait de voir des gens pas énervés, calmes, etc. Donc ça nous a bien chauffé à venir ici. Et après, ça cochait plein de cases. C'est qu'aussi, on voulait du changement. Nous, on aime bien en fait avoir un peu un style de vie avec ma copine et en fait de 2 3 ans où en fait ça bouge quoi. On veut pas une vie où on achète une maison et on reste dans notre maison 50 ans. On Mmh. veut qu'il y ait de l'évolution, donc on aime bien avoir un cycle. Et là, un cycle d'expatriation, c'était quelque chose, je pense, qui nous correspondait parfaitement à ce moment-là. C'est pour ça qu'on est venu aussi l'état d'esprit des gens. Là, en France, on avait un peu de mal. Il y avait beaucoup de personnes négatives qui se plaignent, etc. Et c'est compréhensible parce que la majorité des personnes souffrent. Je crois que la France, je crois, c'est le deuxième pays le plus gros consommateur d'antidépresseurs. Donc oui, ça va pas. Les Français ne vont pas bien. Et c'est parce que en fait, c'est un environnement, tu vois. Quand tu baignes là-dedans, t'es obligé d'être comme ça. On peut même pas en vouloir à aucune de ces personnes parce que c'est pas de leur faute. C'est juste que tu baignes là-dedans. Et en fait, quand tu sors de ça, tu te rends compte, mais que le monde, c'est pas la France en fait. Chaque pays est différent. Et à Maurice, les gens, ils ont rien, certains, et ils ont le sourire. Et quand je dis ils ont rien, ils ont vraiment rien, quoi. C'est-à-dire que nous ici, les gens nous demandent pas d'argent, ils nous demandent d'acheter du lait pour leur bébé, tu vois. On nous a jamais Mmh. demandé d'argent. Souvent, les gens viennent nous voir et ils nous disent, est-ce que vraiment je peux venir avec vous au magasin, acheter un peu de lait pour mon bébé? Et c'est vraiment du lait qu'ils veulent, hein. Ils te demandent vraiment du lait pour leurs enfants, des trucs hyper spécifiques. Il n'y a pas de demande d'argent, etc. Donc nous, ouais, on voulait changer d'environnement, avoir un environnement plus positif, un style de vie aussi un peu plus calme, etc. Et Maurice, franchement, pour ceux qui écoutent ton podcast en vacances déjà, c'est vraiment une super destination. Et pour l'expatriation, c'est aussi une superbe destination, etc. Si vous aimez ouais, la chaleur, par contre, il fait chaud, vous aimez la chaleur, vous allez aimer rencontrer du monde, parce qu'il y a beaucoup d'expats à Maurice, de Mauriciens qui sont aussi là, qui entreprennent plein de projets. Donc c'est ouais, c'est hyper enrichissant, vraiment. OK, si j'ai bien compris, le voyage, c'est vraiment de cultiver, l'ouverture d'esprit, découvrir les autres cultures, le monde dans sa globalité et vous vous êtes dit: «OK, là finalement, par rapport à la France, bah, peut-être que c'est plus mon environnement et j'ai envie de m'expatrier» et l'île Maurice, c'était le meilleur endroit pour vous sur un cycle de 2 3 ans? Ouais, alors c'est pas définitif, hein, le cycle, c'est pas du tout définitif. Ça peut être beaucoup Ouais. plus, mais en tout cas, c'est un minimum, c'est un grand minimum. Parce qu'en fait, quand tu t'expatries, tu as beaucoup de frais, beaucoup de choses à payer, Mmh. des visas, des papiers, etc. Ça va très vite. Nous, on compte, voilà, on est très bien ici, donc pour l'instant, on compte pas bouger. Et après, ce qui est bien, c'est si t'es libre, enfin, si tu veux rentrer, tu rentres. Si tu veux partir ailleurs, tu pars ailleurs. Donc, bon, on se prend pas la tête. On vit ici, on est bien. Si un jour on n'est plus bien, on déménagera. Ouais, bah, oui. Alors forcément, là, c'est parce que toi et ta copine, vous êtes tous les 2 OK par rapport à ce style de vie? Et à quel moment justement ta copine elle s'est dit: «OK, là je vais suivre Julien, travailler avec lui, bah, dans son business». Quel a été le Swift pour elle? Ouais, alors ouais, je pourrais pas trop répondre à sa place, mais je pense que Mmh. ce qui a aidé, c'est moi, ma copine, elle travaillait de base c'était pas vraiment une usine, mais c'est une entreprise de tissus acoustiques. Donc de base, elle est Mmh. couturière. Donc elle fait de la D'accord. couture industrielle, etc. Et donc en gros, c'était une entreprise dans laquelle ils vont créer des panneaux acoustiques que tu vas retrouver dans les stades de foot, dans les amphithéâtres comme HEC, etc. pour faire en sorte que OK. le bruit soit le mieux. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais concrètement, c'est pour améliorer, on va dire, le Oui. son.
d'une pièce ou d'un environnement. Et concrètement, bah pareil, hein, salariat classique, patron qui te demande des choses impossibles dans des délais impossibles avec un salaire qui ne valorise pas du tout l'activité que tu fais, avec ton environnement au travail qui sont dans la même situation. Tu vois, toi, tu as 25-30 ans et tu vois des collègues qui ont 55, qui gagnent 50 euros ou 100 euros de plus que toi, qui souffrent, qui ont mal au dos, qui en peuvent plus. C'est compliqué de se dire, ok, bah ouais, j'ai ma place ici, je vais rester là, quoi. Et donc, c'est compliqué. Malheureusement, il y a beaucoup de postes où c'est comme ça. Les patrons te payent au lance-pierre. D'un côté, on peut dire que c'est de leur faute, mais en fait, ils payent tellement de charges aussi sociales que demain, tu réduis les charges sociales, ils peuvent te payer x2 concrètement. Donc, c'est ni de la faute des patrons, ni des salariés, ni de. Voilà, mais ça fait quoi? C'est pas évident. Et donc, du coup, moi, l'entreprise, elle fonctionne bien. Donc, il y avait largement la capacité de payer quelqu'un full-time, etc. Donc, je lui ai proposé, on bosse ensemble, ça se passe hyper bien. Au niveau de l'organisation, c'est vachement libre. Donc, on travaille, voilà. Moi, je travaille le matin, elle préfère travailler l'après-midi. Si elle veut des Mmh. journées de repos plus le mardi que le dimanche, etc., elle s'organise comme elle veut. Et ouais, ça fonctionne bien. Beaucoup plus ouais, de liberté finalement. Donc, je pense que c'est ça. C'est qu'au final, tu te dis, bon, je vais changer, ça va être un changement d'environnement, etc. Surtout quand tu te plais pas dans ton activité de salarié, au final, tu as envie de changer. Tu sais, il y a un truc que j'ai remarqué beaucoup, c'est que souvent, les personnes qui changent de situation, c'est les personnes qui souffrent le plus, malheureusement. C'est-à-dire, plus tu vas souffrir dans ton travail, plus au bout d'un moment, ce degré de souffrance, il va tellement être énorme que tu vas changer, en fait. Et très souvent, mais il y a certaines personnes, elles souffrent vraiment, tu vois, c'est le cas de la majorité des Français, ils souffrent dans leur travail, mais pas assez. Il manque encore un petit peu plus de souffrance, tu vois, pour qu'elles changent. Et c'est triste, mais souvent, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, il faut souffrir énormément pour se dire, ok, c'est bon, j'arrête. J'arrête, je change, je peux pas rester là-dedans. Mais tant que la souffrance, elle est pas à son paroxysme, malheureusement, bah, des fois, on change pas et c'est humain, hein. Il faut souffrir énormément des fois pour changer, mais c'est triste, ouais, d'en arriver là, malheureusement, ouais. Ouais, c'est par l'inconfort que du coup tu es obligé de te bouger. Après, tu as été dans cette situation-là aussi au départ, hein, puisque quand tu as débuté, justement, tu avais plus forcément de solution pour gagner ta vie grâce à un BTS, études supérieures, avoir un emploi de salarié, et tu as dû trouver une solution. Donc tu es passé par là à ton niveau. En soi, est-ce que maintenant tu dirais que tu as atteint ton objectif, que tu es libre justement? Moi, en fait, j'ai pas de ouais, d'objectifs, en fait, j'ai des objectifs en tête, mais concrètement, le but, c'est juste d'être bien, en fait, hein. Ouais. Tu passes des bonnes journées, à la fin de la journée, tu es content, tu parles aux gens que tu aimes, tu passes du temps avec les gens que tu aimes. C'est le plus important, au final, combien tu as sur ton compte, et cetera. On s'en fout un peu, hein, c'est l'épanouissement qui compte vraiment. Je peux te raconter un truc, j'avais rencontré un monsieur, c'était un événement, bon, c'était intéressant, c'était un événement sur un peu l'investissement, etc. Et OK. le mec, en gros, est directeur général donc d'un très grand groupe, mais genre, c'est une boîte qui est énorme. Genre, vraiment, il lève des millions actuellement, c'est un mastodonte, etc. Mais sa vie, t'en veux pour rien au monde. C'est-à-dire que le mec, je lui dis, mais du coup, enfin, tes journées, ça se passe comment? Tu vois, il a 30 ans, il sort d'HEC, parcours scolaire parfait, etc. Il a 30 ans, à peu près. Il te raconte ses journées, et en fait, tu veux surtout pas sa vie parce qu'en fait, là, typiquement, quand je l'avais vu, je crois à 2 heures du matin, il devait rédiger. Tu sais, quand tu es une grosse entreprise, très souvent, tu vas faire des communiqués de presse pour Oui. annoncer des choses et après, ça va partir dans les journaux, un peu de ton domaine, etc. Et là, Mmh. on avait un événement déjà où il devait faire plein de choses, etc. Après, à 2 heures du matin, il devait préparer le communiqué de presse. Le lendemain, il doit partir en Allemagne, il doit partir là, etc. Il te dit que il a sa femme, il a 2 enfants, qu'il voit pas ses enfants, mais qu'en même temps, il gagne beaucoup d'argent, donc il accepte, etc. Et qu'il espère que cette boîte enfin, soit cotée en bourse, en gros, parce que lui, il a des actions dans cette entreprise pour récupérer Oui. peut-être des millions et enfin pouvoir Mmh. se barrer. Et en fait, tu te dis, purée, mais mec, en fait, enfin, en gros, ton enfant, il vient de naître, tu es en train de flinguer tout ça pour un résultat qui est incertain. T'en sais rien, qui sait ton entreprise, elle est très bien, mais qui sait, je sais pas, il va y avoir un problème, elle sera pas cotée, tu vas pas devenir riche avec ça, etc.
Donc au final, le plus important, ouais, c'est de réussir à être bien maintenant parce que tu sais vraiment pas ce qui va se passer. Tu vois, moi, j'aurais jamais imaginé être expatrié à Maurice, avoir une activité qui tourne bien, bosser avec ma copine, qu'on soit épanoui, etc. Franchement, tu m'aurais dit ça à 18 ans, à 20 ans, même il y a 2 ans, hein. Je peux pas imaginer. Donc savoir qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, j'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que Ouais. là, le moment, il faut l'apprécier. Après, il faut essayer de tenir le bateau pour que ça continue. Et voilà, quoi. Tu dirais quoi au Julien, justement, peut-être pas 18 ans, mais celui où tu travaillais à CFC, que tu étais dans le minimalisme, un petit peu tout ça, donc tu avais l'objectif de pouvoir être indépendante, te lancer, etc., mais tu avais beaucoup de sacrifices quand même autour. Tu lui dirais quoi aujourd'hui pour pouvoir l'aider? Ouais. Il y a un truc que je dirais, et je pense que ça a été une force, c'est que moi, je me suis toujours sous-estimé au niveau de l'intelligence. Et toujours, je me suis toujours dit, je suis un peu teubé, les gens comprennent mieux les choses que C'est moi, très... etc. Et je suis parti de ce principe-là, et j'ai toujours été comme ça. Et Ouais. en plus, je le ressentais à l'école que j'étais moins bon. Et ça, je pense que ça a été une force, parce que j'ai des amis qui se sont surestimés. Ils se sont surestimés un peu à tous les niveaux. Bah moi, j'ai fait un bac S, j'ai eu ma mention très bien, je suis quelqu'un d'intelligent, je vais forcément réussir, tout va cartonner, les portes vont s'ouvrir à moi. Et pour la majorité, la porte, c'est un mur qui se sont pris, tu vois. Donc moi, je suis parti, bah, c'était pas, je l'ai pas choisi, tu vois, mais vraiment, je me disais, bon, bah, je suis pas forcément très intelligent, mais il faut que je trouve une solution, etc. Et je pense que ça, c'est pas quelque chose de négatif parce que, en fait, on va toujours être orienté solution. Et moi, je préfère être orienté là-dessus. Je me dis pas, la chance, je suis intelligent, donc ça va cartonner, etc. Non, non, il va falloir sortir les doigts, ça va pas être évident, mais c'est possible. Et quand tu le vois vraiment, il y a moyen de sortir des solutions. Tu vois, CFC, je t'en parlais, où je travaillais. Bah, le fondateur de CFC, alors c'est une famille, enfin c'est un Indien, le mec qui est arrivé en France, il pouvait pas travailler en France. Parce qu'en gros, pour travailler en France, c'est quand même très compliqué quand tu es étranger, que tu n'as pas les papiers, etc. Mm. Donc, tu as quelques solutions qui s'offrent à toi, comme des fois des contrats qui vont être très très courts, ou sinon, des fois, la possibilité de créer une boîte en t'associant à un Français, etc. Et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, CFC, c'est devenu à Bordeaux, en région bordelaise, les gens connaissent. Il y en a 4-5, ça explose, et le mec part de rien, quoi. Il part de rien, et en fait, c'est parce qu'il était dans une situation tellement délicate où on lui a dit, de toute façon, en France, tu vas pas t'en sortir. Si tu veux, tu vas pouvoir travailler 10 heures par semaine. Donc, tu pourras pas subvenir aux besoins de ta famille qui est en Inde, etc. Sinon, tu as une solution, peut-être essayer de lancer un business, t'associer, etc. Bah, c'était la seule possibilité et bah, tant mieux, il a dû fournir tous les efforts possibles, injecter le peu d'argent qu'il avait là-dedans. Et voilà, maintenant, ça fait plus de 5 ans, ça cartonne, ils ouvrent des restaurants chaque année. Mais c'est parce qu'il était un peu dos au mur. Donc, et je pense que c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Il faut se rendre compte que si on veut vraiment sortir de cette situation, c'est soit dès que tu souffres assez, tu vas t'en sortir. Au moment où tu souffres, tu vas vouloir sortir. Mais il faut pas attendre ce moment-là, quoi. Si vous n'êtes pas bien dans votre travail, etc., soyez orienté solution. Dites-vous qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va peut-être changer les choses demain, etc., quoi. T'as un mindset quand même très puissant dans le sens où des fois t'es dur avec toi parce que quand tu me dis ouais je me sens un peu teubée et tout, c'est des mots forts donc moi je réagis, je me dis mais moi je te connais, je me dis mais pas du tout. Alors que avec toi-même t'es dur et du coup t'as un peu cette culture pas du sacrifice mais en tout cas de l'effort, ça c'est sûr. Et d'où te vient cet état d'esprit? Comment tu pourrais un petit peu le partager aux gens qui nous écoutent et leur dire mais en fait quand t'as un objectif, il faut peut-être aller installer un de ces préceptes que tu as toi dans ton état d'esprit pour te lancer et ne pas attendre d'être au dos au mur pour se bouger, quoi. Ouais, bah après, je pense que c'est ça. En fait, si en fait, il faut vraiment le préciser, ton objectif. Parce que souvent, les gens, ils ont un objectif qui est jamais clair. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif, ils vont dire, Mm. mon objectif, c'est de gagner 5 000 € par mois. Mon objectif, c'est ça. Souvent, ça, c'est vraiment la couche de l'iceberg. L'objectif, il est Mm. souvent très, très profond. Et c'est pour ça que ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir vraiment précisément ce qu'on veut. Et si on ne sait pas ce qu'on veut, ce qui est beaucoup plus simple, c'est de savoir ce que vous voulez pas. Donc, si tu veux plus ça, note-le, note-le. Du coup, tu sais ce que tu veux. Donc, tu peux partir ouais, de ce principe-là. Et après aussi, il y a un truc, en vrai, il y a quand même pas de secret, hein. Il faut fournir des efforts pour se sortir d'une situation. C'est vraiment pas simple. Mais en fait, par rapport à la souffrance qu'il peut y avoir pendant des années, ça vaut le coup des fois de se dire, ok, ben non, en fait, je vais trouver une solution, je vais travailler dur. Le problème avec ça, c'est que souvent, tu sais, le résultat, il est incertain. Même quand tu lances quelque chose, tu as énormément de motivation, d'implication, etc. C'est pas sûr que ça marche, tu vois, et c'est la réalité.
c'est la réalité, c'est pas sûr que ça marche. Mais ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui insiste, un jour, ça marche. C'est obligé. Et peut-être ça prendra 1 an, peut-être ça prendra 2 ans, 3 ans. Mais après, en arrière, quand tu regardes ce qu'il y a derrière toi, tu dis, purée, ouais, j'ai bien avancé, etc. Mais après, c'est ça, il faut vraiment définir un peu ce qu'on veut précisément, surtout à travers ce qu'on ne veut pas. C'est beaucoup plus simple pour les gens, je trouve, de se dire, OK, je veux plus un patron qui me crie dessus, je veux plus me dire, OK, je vais avoir la boule au ventre à 6 heures du matin. Et après, de faire point par point, OK, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est changer de travail? Est-ce que c'est reprendre une formation pour me lancer dans un autre domaine? Mais après, c'est pas évident, c'est sûr, c'est pas évident. Mais il faut pas attendre vraiment d'être dans ce niveau, tu vois, de souffrance qui est trop trop important, où là les gens changent, mais souvent c'est très compliqué, tu vois. Parce qu'ils souffrent tellement que, en fait, ils ont tellement leur souffrance qui est présente que c'est compliqué de changer. Ils peuvent pas se mettre dans un mood où, ok, je vais y aller à fond, etc. Parce qu'en fait, déjà, ils souffrent physiquement, mentalement. Il y a trop d'impact. Souvent, l'environnement est déjà plus bon. C'est-à-dire qu'ils baignent là dans un environnement qui est à peu près similaire, donc ça va être très compliqué. Et on est vraiment le fruit de notre environnement. Donc après, ce qui peut être bien, c'est voilà, essayer de regarder ce qui se fait un peu partout, mais toujours chercher des solutions, quoi. Toujours, il y a toujours des solutions, peu importe la situation où on est. Il faut être orienté solution, même si c'est pas simple. C'est qui est le cas en France, hein, il y a beaucoup malheureusement de mal-être et tout, et c'est parce que c'est un environnement qui est difficile, donc il faut vraiment essayer de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour juste améliorer d'1%, quoi. Et 1%, si tu améliores d'1% chaque semaine, à la fin de l'année, mais t'es plus dans la même situation, t'as totalement changé. C'est ça, c'est le pouvoir des habitudes que tu vas mettre en place. Et il y a beaucoup de conseils en fait dans ce que tu dis. D'abord, le premier, c'est de pas attendre d'être mal pour pouvoir se poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui m'épanouit. Après, de se faire une liste de OK, ça je veux pas, qui va m'aider à définir ce que je veux. Et une fois que je suis allée dans la partie immergée de l'iceberg de OK, c'est pas forcément un revenu qui m'intéresse, mais c'est ce qu'il y a derrière. Une fois que tu as trouvé ça, de te dire OK, concrètement, comment je fais aujourd'hui pour atteindre mon objectif et qu'il devienne plus concret, de se dire bah là, si je veux atteindre tel objectif, il faut que peut-être je fasse une formation, il faut peut-être que je me lance sur tel sujet ou que je mette telle action en place. Donc là, ce que je dis, c'est très général et c'est très très large. Excusez-moi, mais si vous voulez en savoir plus, il y aura des vidéos et il y aura des livres à ce sujet, hein. Mais là, on est très général, c'est vrai, sur le mindset. Et après, ne pas avoir peur de se lancer, de foncer. Vous allez vous ramasser et c'est OK. Et c'est justement le fait de pas attendre de trop souffrir qui permet de se dire, bah, si je me ramasse, c'est pas grave, j'ai encore l'énergie de repartir. Et justement, ouais, là, on va être plutôt sur bah, des auditeurs qui vont être des jeunes actifs et c'est génial parce qu'on a l'énergie de se lancer. On a encore toute cette ouverture d'esprit de je sors des études ou je suis dans le monde du travail depuis pas longtemps. Je commence à cerner ce que je veux pas. Donc là, c'est le moment de se poser les bonnes questions. Et ce qui est bien avec ton parcours, c'est qu'en très peu de temps, il y a eu un gros changement. Donc toi, justement, c'est le business en ligne qui t'a aidé avec d'abord la création de contenu, puis après le fait de monétiser ce contenu. Maintenant, c'est devenu bah, ton travail, entre guillemets, hein, tu es devenu libre par rapport à ça. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est intéressé par ton parcours à toi, qui se retrouve et qui se dit, OK, mais moi, ça m'intéresserait bien, justement, peut-être de faire comme Julien ou en tout cas juste de me renseigner. Est-ce que tu as des éléments ou des ressources pour les aider à se renseigner sur l'affiliation, le business en ligne de manière générale, en plus de ta chaîne YouTube, bien sûr, que je mettrai en description. Ouais, bah, du coup, déjà, si vous êtes jusqu'au bout du podcast, félicitations, vous êtes bien motivés. Et c'est ça, c'est que si vous êtes au bout du podcast, je pense c'est que vous êtes aussi quelqu'un qui, si vous êtes dans la démarche de changer, vous allez changer. Qui sait, c'est juste la démarche de vous améliorer. Et en fait, faut Mm. pas non plus trop se foutre la pression parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, tu vois que des success stories. Donc, tu as l'impression que tu n'avances pas parce que tu as l'autre qui est en Porsche ou je sais pas quoi. La réalité, c'est que c'est la face cachée de l'iceberg. Tu montres ce que tu veux sur les réseaux et tu dis ce que tu veux aussi. Donc, tout peut être vrai comme tout peut être faux. Donc il faut faire attention à ça. Et le principal, c'est vraiment d'avancer et d'être fier de soi, donc avancer soi-même, tu vois. Et en fait, de voir votre parcours, dites-vous qu'actuellement vous êtes à un stade, mais en 10 ans, il va se passer des trucs incroyables. Donc chaque année, si vous avancez un petit peu, dans 10 ans, on est très très loin. Donc c'est ça qui est important, c'est de se comparer un peu à soi-même chaque année, se dire ok, bon bah tiens, cette année, mes relations c'était mieux. Par contre, c'est vrai que mon travail, ouais, j'ai passé trop d'heures cette année, hein. Cette année, c'était pas top. Et en fait, c'est d'améliorer petit à petit comme ça. Et vraiment, tu crées après un bateau.
il est incoulable, tu vois. On peut tirer à la dynamite dessus, il va pas péter ton bateau. Il est vraiment solide. Donc c'est important se comparer, mais si vous vous comparez vraiment à soi, c'est tellement mieux, vous foutez moins la pression et vous allez être fier de vous. Toutes les petites victoires chaque année, vous vous remettez au sport. Bah tiens, l'année dernière, je suis allé 30 fois à la salle, cette année, je suis allé 40 fois. Bah, c'est une progression. Donc ça, c'est important. Après, où me retrouver, bah, comme tu dis, on mettra si tu veux, le lien de la chaîne YouTube. Si le domaine de l'affiliation, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, si tu veux, Emma, tu pourras mettre le lien. J'ai fait une vidéo là-dessus à près de 45 minutes où je partage bah, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il est possible de faire. N'hésitez pas aussi voilà, à vous entourer de personnes bah, qui sont à peu près au stade et à ce que vous voulez faire, quoi. Si vous traînez avec que des gens qui sont malheureusement bah, négatifs et tout, bah, ça va être très compliqué d'être positif. Donc on est vraiment le fruit de son environnement, donc il faut faire très attention à ça. Et si malheureusement ça peut arriver qu'on ait un environnement bah, catastrophique et qu'on n'a vraiment même pas une personne qui est positive, bah, ça peut être un environnement un peu virtuel, entre guillemets, avec des livres, avec des réseaux sociaux, Mais etc. ouais, faites-vous confiance surtout. Votre référence, c'est vous. Et cultiver justement cette force, ce bateau-là qui est incoulable. Et puis au fur et à mesure du temps, bah, plus tu gagnes confiance en toi et plus tu te dis, ok, bah, peut-être que je peux aller à tel événement avec des entrepreneurs, des investisseurs, rentrer dans tel groupe. Aujourd'hui, il y a plein de groupes, Discord, WhatsApp et autres sur lesquels vous pouvez rentrer et partager un peu avec d'autres personnes qui partagent les mêmes objectifs que vous. Va y avoir les vidéos YouTube, va y avoir les livres, donc cultivez un petit peu tout cet environnement si aujourd'hui vous ne l'avez pas, parce que c'est pas le cas de tout le monde et c'est tout à fait normal, hein, des entrepreneurs, il y en a pas forcément partout. Et puis ouais, faites-vous confiance surtout, lancez-vous, ramassez-vous et allez encore construire ce bateau qui sera incoulable dans quelques années. C'est tout ce qu'on peut souhaiter bah, justement à toi qui nous écoutes. Et puis voilà, Julien, franchement, on a bien discuté. Merci beaucoup en tout cas pour toute la valeur que tu nous as donnée, de nous expliquer ton parcours. Et puis franchement, bravo justement parce que par rapport à tout ça, aujourd'hui, bah, tu as réussi à vivre une vie épanouissante et pleine de sens, où tous les matins, tu te lèves en te disant bah, ça me fait plaisir de vivre cette journée. Merci à toi, hein. C'était un plaisir d'échanger, etc. Alors, j'ai beaucoup parlé, mais C'est le c'était but. un, c'était un plaisir et voilà, hein. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux d'Emma pour suivre le podcast, les différents prochains podcasts qui vont arriver. Et, euh, et top. Et à ceux de Julien, si vous voulez en savoir plus justement sur le business en ligne, l'affiliation et cultiver cet environnement virtuel pour justement s'entourer. Donc, écoutez, je vous laisse maintenant puisqu'on a terminé le podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un avis 5 étoiles pour soutenir le podcast et venir me voir sur Instagram pour qu'on puisse discuter de vos projets et des prochains épisodes qui vont être lancés ensuite. Et merci encore à Julien. Merci à toi. À très